Alors, c'est Thomas qui va présenter maintenant son sujet, l'électrification de l'abbaye de Bonneval. Alors, je suis très heureux de commencer l'après-midi et de vous emmener avec l'accord des sœurs de Bonneval, qui nous font encore l'amitié de nous suivre depuis maintenant quelques années quand même, à chaque journée d'études. Donc, on les remercie au nom de l'association. Et on a plaisir justement à croiser les histoires. Moi, j'ai commencé avec l'histoire médiévale et même l'archéologie médiévale autour des granges cisterciennes. Et je vous parle aujourd'hui de quelque chose de très présent, parce que les turbines tournent encore au moment où je parle, à l'abbaye de Bonneval, et c'est un élément important de la renaissance de cette abbaye de Bonneval, donc tel que je vais vous l'exposer. Et j'aurais jamais cru parler un jour d'un sujet du 19e, 20e siècle, moi qui ai fait des études d'archéologie médiévale. Donc je vais traiter l'électrification de Bonneval, ou l'innovation au service de la renaissance d'une communauté monastique. Cette abbaye de Bonneval, juste pour la présenter, elle est au-dessus d'Espalion, entre Espalion et l'Aïeul. Elle a été fondée en 1147 sous le patronage des familles de Calmont et d'Anduze. Et très tôt, elle s'est développée justement autour de ces pôles d'influence du sud Cantal actuel jusqu'au nord du Gard, dans la région d'Anduze, en passant, et je peux peut-être vous montrer ce document, peut-être. Alors, ça marchait à l'instant. En passant par donc, le Cosse-Comtal et la partie ouest de la Lozère, donc le plateau aubrassien avec les deux granges, dont une j'ai parlé tout à l'heure, Bonne-Charte et Bonne-Alberte. Donc un territoire très 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 important qui en a fait, au cours de ces 6 siècles d'existence, une des plus grandes abbayes du territoire du Rouergue, et l'abbaye la plus riche, visiblement, on l'a vu avec Claude Petit, à la Révolution. Suite à la Révolution, comme les autres abbayes du Rouergue et les autres abbayes de France, l'abbaye de Bonneval voit le départ de ses moines. Elle est en état de quasi-abandon pendant plus d'un demi-siècle, même si un fermier essaye de s'occuper des lieux, mais Claude l'a rappelé, l'abbaye subit les déprédations de son voisinage. Et il faudra l'opiniâtreté d'abord du curé de Buzyn, l'abbé Bousquet, on peut dire peut-être premier historien de Bonneval, et Monseigneur Bourré un peu plus tard, évêque de Rodez, pour susciter de nouvelles vocations et accueillir, après moult péripéties, que vous pourrez d'ailleurs lire dans la revue, dont Emmanuel Bernex, de l'abbaye cistercienne de Decbel, ainsi que quelques sœurs trappistines venant de l'abbaye de Maubec dans la Drôme, dont on a déjà évoqué le souvenir avec Jean Delmas. On est en 1875, et la foi, l'envie ne suffit pas, il faut trouver une activité économique pour faire vivre cette communauté naissante qui va se développer assez rapidement. Fort des relations nouées avec Maubec et de l'expérience chocolatière initiée dans cette abbaye, Dom Bernex et les sœurs profitent d'une opportunité et achètent en 1878 une machine à vapeur pour produire du chocolat à Bonneval. On imagine les premières difficultés, parce que faire du chocolat, il faut déjà des fèves de cacao. Et là, si vous connaissez l'abbaye de Bonneval, la route que l'on prend aujourd'hui, qui est goudronnée pour aller à Bonneval, n'était qu'un chemin de terre bien plus étroit, où on n'accédait qu'avec un mulet. Donc, c'était une aventure vraiment très très ambitieuse que Dom Bernex et les sœurs initient en 1878. Cette aventure chocolatière, elle sera très tôt confrontée par des travaux très importants dès 1881 autour d'une digue sur le cours de la Boralde et un peu plus tard de la construction d'une usine de production électrique. Donc la question que je me suis posée, c'était dans quel contexte l'abbaye de Bonneval a-t-elle été électrifiée en 1885 ? Je vais commencer par vous parler d'énergie hydraulique en milieu monastique, en reprenant l'exemple de Bonneval. Ensuite, pour être dans le cœur du sujet, je vous parlerai donc de cette électrification de Bonneval, une réponse à une nécessité économique et donc d'autonomie de cette nouvelle communauté. Enfin, le travail que j'ai pu faire sur ce sujet ne m'a pas permis de dépouiller énormément de sources, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources. J'ai pu consulter la bibliographie, essentiellement de la bibliographie, donc des textes édités, et m'ont amené à découvrir plus en amont le personnage d'Ernest Lamy, et je finirai par ses aventures entrepreneuriales. Vous verrez qu'il ne manque pas de sel. Déjà, et
M. Delmas a commencé par cela tout à l'heure. Quand on parle de monachisme, il faut revenir à la règle de Saint-Benoît. Donc on est au VIe siècle, en Italie, au Mont Cassin, Monte Cassino. Et dans cette règle, il dit, le monastère, s'il est possible, doit être établi de manière que l'on y trouve toutes les choses nécessaires, c'est-à-dire de l'eau, un moulin, un jardin, une boulangerie et des ateliers, pour que l'on puisse y exercer à l'intérieur, même de la clôture, les divers métiers, en sorte que les moines n'aient aucune nécessité de courir au dehors, ce qui n'est pas du tout avantageux pour leurs âmes. Ah, il y a une contestation. On verra après. En tout cas, c'est la traduction que j'ai eue de Germain Morin, de l'abbaye de Maret-Dessous. Les amateurs de bière reconnaîtront cette abbaye. Peut-être qu'ils en avaient abusé. En tout cas, l'esprit, je pense, de la traduction est là, parce que dans le Saint-Benoît, dans sa vision de l'espace monastique, montre bien l'importance de l'eau, qui est indispensable pour établir une communauté, mais aussi d'un outil de production énergétique, qui est le moulin. Et là, je vois Jean-Pierre Azéma qui me regarde et qui me complétera, je l'espère, et je vais embrayer justement sur quelque chose qu'on a écrit dans un article commun et qui m'a beaucoup parlé. Car il faut bien penser que ce moulin, c'est une construction, une machine qui est destinée à produire une énergie pour une communauté humaine. Et cette comparaison est pour moi éclairante, et j'espère qu'elle le sera pour vous aussi. 1 kWh, qui peut être l'énergie proposée par un moulin à une meule, un moulin à eau, correspond à l'énergie cumulée développée par 212 coureurs cyclistes d'exception, sprintant chacun à 70 km/h à l'arrivée d'une course pendant 17 secondes seulement. Chacun. Le moulin tourne en permanence. Donc on peut quantifier la force que produit un moulin et donc son intérêt pour une communauté humaine. Car si l'eau est nécessaire aux activités domestiques, à commencer par l'alimentation en eau, boire, l'eau va être utilisée par cette communauté pour produire une énergie pour ces différentes activités. Donc bien sûr, des moulins bladiers pour avoir de la farine, mais aussi des activités de forge, des activités de temps aussi, des moulins à temps, pour tanner les pots de l'abbaye. Donc c'est vraiment une construction très 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 importante pour une communauté humaine et une production d'énergie très importante, et je pense que c'est fondamental de commencer par cela. On a un site très particulier à Bonneval. Je vous propose 2 profils altimétriques. D'abord, celui-là à ma gauche, ça doit être peut-être pour vous inversé, avec une coupe entre la D921, c'est la route qui va d'Espalion à l'Aïol, au lieu-dit La Baraque. Tout en bas, c'est la Boralde. La Boralde, la Boralde Flojaguès coule au pied de Bonneval, mais les Boraldes sont un nom générique qui correspondent à des torrents qui entaillent le plateau schisteux de l'Aubrac et qui vont se jeter dans le Lot. Je vais vous montrer, d'ailleurs je peux vous montrer tout de suite une photo prise de Bonneval. On est dans la clôture, on est au bord d'un des coteaux, et la photo est prise vers l'aval. On voit bien, et même si la photo est un peu sombre, on voit bien un peu le côté escarpé de cette vallée de la Boralde qui a été taillée dans ce substrat schisteux. On a quand même un dénivelé avec une pente moyenne à 37%. Et d'ailleurs avec des parois parfois rocheuses à 88%, donc c'est quasiment du vertical. C'est dans cet espace-là que s'est construit l'abbaye. Et on a des dispositions très très différentes par rapport aux autres abbayes cisterciennes Rouergat. À Bonneval, on est quand même un site de fond de vallée encaissé, mais la rivière, le Vior, passe juste à côté des bâtiments monastiques, et le moulin est dans l'enclos abbatial et à proximité, à Bonnecombe, pardon, et directement à côté des bâtiments claustraux. À Beaulieu, on a la Seille qui passe juste à côté des bâtiments claustraux, et donc on peut avoir un double usage, un usage domestique pour l'évacuation des déchets, un usage pour avoir l'eau potable, et aussi un usage mécanique, de production de force mécanique. On va avoir la même chose à Noninck, on va avoir la même chose à Sylvanès. La seule abbaye qui aura une situation un peu similaire, c'est l'abbaye de Locdieu, qui n'a pas de cours d'eau à proximité directe de l'abbaye. Là, le cours d'eau, il est très encaissé. Il est situé à 300 mètres à vol d'oiseau du carré claustral, mais surtout, on a 100 mètres de dénivelé. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans le deuxième profil altimétrique. Le cloître est environ à 540 mètres d'altitude, tandis que la Boralde est à 445-446 mètres. Donc c'est
des conditions très très importantes du paysage, de la topographie à bien prendre en compte pour ce que je vais dire ensuite. On n'a pas de trace de construction, on n'a pas de trace historique en tout cas du moulin, du premier moulin médiéval de l'abbaye de Bonneval. Il est à peu près certain qu'il y en ait eu un dès le XIIe, dès le XIIIe siècle, au moment de la fondation. Les premières traces textuelles du moulin de Bonneval, on les a dans un inventaire au moment de la ferme de Masse, où le moulin de Bonneval est affermé avec Masse. Et on est décrit une pièce très très simple, une salle basse avec 3 meules, de mémoire, je vais quand même lire mes notes, mais une à froment et 2 à seigle, et au-dessus, une salle pour le logement du meunier. Point final. Il faut dire que la Boralde a un courant torrentiel, avec un étiage où on va avoir 1 mètre cube par seconde environ, un peu moins d'1 mètre cube par seconde. Par contre, on va avoir des crues qui peuvent dépasser 50 mètres cubes seconde. Donc, notamment, la nuit de Noël, le 24 décembre 1968, je pense que certaines sœurs à Bonneval doivent peut-être s'en souvenir, on a mesuré 50 mètres cubes seconde de débit. Donc, c'est un cours très très important. Et on peut comprendre que les moines de Bonneval aient moins investi la construction du moulin sur quelque chose de très 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 fort, très très en dur, parce que je pense que la chaussée du moulin a été régulièrement emportée, et elle a été emportée, on va le voir dans l'histoire récente de Bonneval, au moins une fois. Bonneval avait des moulins d'ailleurs sur son domaine, elle avait plusieurs moulins à Galinière, au moins un moulin à scie à Galinière, un moulin bladier à Galinière, elle avait des moulins à temps à côté de Salles-la-Source, et elle avait le moulin du Gourgue, il me semble, qui est juste à côté d'Espalion, qui est une batterie très très importante de moulins. Donc elle a développé son activité meunière hors Bonneval, même si elle a existé à Bonneval. Au moment où la communauté monastique se réinstalle en 1875, il faut retrouver cette activité économique. Et je vous l'ai dit en introduction, cette activité économique, je reviendrai peut-être après, elle tourne autour du chocolat. Je vais juste faire un petit retour en arrière. Les sœurs, et là c'est une photo qui vient des archives de Notre-Dame de Bonneval, les sœurs trouvent une abbaye qui a été largement pillée, mais dont il reste des vestiges quand même importants. Elles ne sont pas arrivées dans un site ex nihilo. Leurs gros travaux seront de déblayer ces espaces-là, parfois aussi d'en détruire, donc à la dynamite, pour le reconstruire à leur souhait. Les sœurs vont s'installer dans la maison du fermier que vous avez ici. La première communauté, donc avec Dombernex et les sœurs de Maubec, vont s'installer ici et vont occuper un oratoire qui sera juste à côté de cette première maison-là. Elles vont récupérer une partie des aménagements hydrauliques du site. Je vous l'ai dit, l'activité énergétique, elle est déportée beaucoup plus bas. À Bonneval, elles vont simplement capter les sources qui sont présentes sur les coteaux pour gérer les latrines. Je m'éloigne un peu. Pour nettoyer les latrines et pour avoir l'eau potable. On a encore quelques regards et quelques sources captées qui sont visibles à Bonneval, dont la photo que vous avez ici avec cet arc brisé. Et ces sources sont prises donc, de ce côté, sur le coteau, captées dans l'enceinte, et après on a tout un réseau qui passe sous l'abbaye pour pour alimenter le lavabo et évacuer les déchets plus bas vers la Boralde. C'est un réseau qui existe en partie, qui a été quand même très très modifié, d'ailleurs les sœurs le disent dans les écrits qu'elles font début XXe siècle, qui a été très 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 abîmé, mais il en reste encore une partie. Donc pas d'activité productrice d'énergie directement à l'abbaye, c'est relayé en contrebas. Cette activité du chocolat, elle va être lancée en 1878 avec une machine à vapeur, mais qui ne propose que une énergie assez limitée. Et Dombernex va proposer la construction d'une digue, et j'emploie le mot à dessein parce que c'est le mot qui est utilisé par les sources, en tout cas ce que j'ai pu lire, sur la Boralde. Alors, on va faire un petit point de vocabulaire. Une digue, c'est des ouvrages qui sont latéraux par rapport à une rivière et qui vont protéger les rives d'une rivière des crues. Pour un aménagement de moulin, on va plutôt parler de chaussée. C'est important, une chaussée, ce n'est pas un barrage. Une chaussée, c'est un ouvrage qui va être submersible, donc l'eau passe dessus, comme ici,
et qui va permettre de dévier une partie du cours vers un canal d'amener et donc vers l'alimentation et l'entraînement, donc la machinerie hydraulique, pour alimenter les meules. Là, je vous propose une carte postale qui m'a été communiquée par Jean-Pierre Azéma, qui est titrée Notre-Dame de Bonneval et digue sur la Boralde. Bon, cette carte postale, elle est située à Bonneval, mais ça ne ressemble pas du tout, et ça m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu, ça ne ressemble pas du tout à cet espace-là, et notamment cette construction qui serait directement un moulin. Mais, alors, il n'y en a aucune trace, ou des traces peut-être très 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 lacunaires sur le terrain, et ça nous pose vraiment question. L'éditeur de carte postale est à Carpentras, il est très très loin de Bonneval. Il est possible qu'il y ait une confusion sur les lieux. Ça mérite quand même, ça mérite réexamen. Bon. Celle-ci est plus certaine. Les personnes qui connaissent, qui ont pu descendre au niveau de la Boralde à Bonneval, ont vu les vestiges de son moulin, qui est l'ancien moulin des moines, qui doit correspondre au moulin qui est décrit à la fin du XVIIIe siècle dans les inventaires, et qui est adossé à ce pont qui permet d'enjamber la Boralde et par un chemin de relier la ferme de Cantamès et de monter après sur Flaujac. C'est un chemin, là sans doute aussi très ancien. On n'a pas de traces de chaussée, ici sur la photo, et on ne sait pas vraiment où était la chaussée. Je peux quand même vous montrer le cadastre napoléonien, où dans ce cadastre napoléonien, on a la trace, on n'a pas de trace de chaussée, on n'a pas de trace de bâtiment qui serait en amont, on n'a même pas la trace du moulin ici, car, alors est-ce que c'est du fait de la pente très forte? En fait, le moulin n'a pas été représenté par les personnes du cadastre. Donc j'ai passé toutes les planches cadastrales de toutes les communes autour, etc. Cette partie-là n'a pas été représentée, a été oubliée par les ingénieurs, par les géomètres, merci, qui ont dessiné ce premier cadastre napoléonien. Par contre, je l'ai mis en rouge, on a une parcelle très allongée qui est connectée à la rivière, donc en amont, et là je pense qu'on a la trace du canal d'amener qui alimentait le moulin qui était à ce niveau-là. C'est une trace de ce canal d'amener. C'est les aménagements qu'on a et qui vont être réemployés en 1881 par Dombernex, qui fait construire une chaussée plus qu'une digue. Cependant, cette chaussée, elle va causer bien du souci à la communauté, et notamment à l'abbesse Ludegarde, qui va devoir réemployer à plusieurs reprises des maçons qui sont occupés à la restauration de l'abbatiale, notamment dans les années 990, pour doubler cette chaussée, pour la renforcer, parce qu'elle menace de rompre, et visiblement le cours de la Boralde est tellement impétueux l'hiver qu'elle entame vraiment cette construction. Ça ne suffira pas parce qu'en 1895, la chaussée sera emportée par une crue. Donc on a un cours d'eau qui est très très capricieux, mais une communauté qui va quand même réinvestir en permanence ce site, et notamment en faisant des gros travaux pour reconstruire un canal d'amener beaucoup plus long qui va alimenter et pérenniser l'alimentation en eau de la centrale électrique telle qu'elle est encore aujourd'hui à Bonneval. Autre péripétie, le terrain très encaissé, oui, c'était boulé le 10 mars 1927 et a emporté toute la machinerie du moulin. Donc en ce début du XXe siècle, ça a été quelque chose qui a été assez dur pour l'abbaye, mais un chocolatier Limougeot va apporter son expertise, et des dons issus de toute la France vont permettre de reconstruire assez vite le bâtiment usine et de reconstruire la mécannerie, le mécanisme hydraulique pour relancer l'électricité. Avant l'électricité, Dombernex avait proposé un autre système qui nous paraît complètement fou à l'époque, mais qui a été mis en place en 1881. Dans la salle des machines de l'ancien moulin des moines, il a relié le mécanisme qui existait. Donc là, c'est un schéma un peu simplifié, mais c'était comme ça. Il a repris le mécanisme du moulin, qu'il a relié à une série de poulies qui raccordaient le moulin à l'abbaye 100 mètres plus haut, et donc à 300 mètres de distance, via des poteaux et on va dire un fil de chanvre. C'est le mécanisme qu'on appelle de transmission télédynamique ou la télédynamie. On transfère une force à distance. Et cette force de rotation alimentait une machine qui rentrait en compte dans le processus de chocolaterie à Bonneval.
Je vous ai trouvé une photo, il y a très peu de... C'est une technique qui n'a pas marché très longtemps, surtout sur des grandes distances, parce qu'il y a des déperditions très importantes, et il y a beaucoup d'ingénierie et beaucoup d'aménagements à faire, et du coup on a assez peu de photographies. Là c'est une photographie qui vient d'un plateau en Suisse, où vous voyez ces piles, ici, vous voyez peut-être d'ailleurs certains aménagements ici, et donc il faut imaginer qu'on avait un moulin ici, hydraulique, et un câble en chanvre qui devait relier toutes ces piles jusqu'à l'usine que vous voyez ici. Et c'est ce mécanisme, simplement de rotation, qui alimentait les machines. Donc c'est très dur à mettre en place. De mémoire, et les sœurs de Bonneval pourront compléter, je ne pense pas qu'il reste de traces de construction dans les coteaux. Donc je pense que la première structure qui avait été faite pour transmettre cette énergie, ce n'était pas une structure en dur, ça devait sans doute des éléments en bois, très légers, et qui ont été enlevés dès 1885, au moment où on va électrifier le site. Donc déjà, on voit une innovation technologique qui est quand même très forte. Hop. Là arrive un ingénieur qui s'appelle Ernest Lamy. Alors j'ai pu lire dans la bibliographie que j'ai consultée que Ernest Lamy était ami avec Dom Bernex. J'en ai trouvé aucune source textuelle, aucune source. Donc il faudrait voir éventuellement s'il y a une correspondance de Dom Bernex qui est conservée dans les archives, soit qui sont parties avec Bell, soit qui resteraient peut-être à Bonneval, si on a des lettres d'Ernest Lamy, et on n'a aucune source textuelle. J'ai lu aussi que cet ingénieur, M. Lamy, aurait électrifié Maubec et Aiguebelle, ce qui expliquerait des relations, mais aucune source textuelle non plus, d'une électrification de ces deux abbayes avant Bonneval. Donc la chronologie, elle est quand même importante. Là, on ne peut pas faire cette relation. Il y a sans doute des relations entre cet ingénieur, donc Ernest Lamy, soit l'abbé Bernex, soit une des sœurs qui vient de Maubec, une des premières fondatrices. Il y a sans doute une relation interpersonnelle très importante, car Bonneval, dès 1885, va se lancer dans l'aventure électrique. Cette aventure électrique, elle va commencer à Bellegarde, en 1884, en France, qui sera la première commune électrifiée de France. On est dans une technologie qui en a ses balbutiements. La première la première exposition internationale d'électricité, elle a eu lieu en 1881 à Paris, et on a présenté des choses qui sont banales, que certains tiennent dans vos mains, le téléphone, le tramway électrique ou l'ampoule Edison, à filament Edison. C'est en 1881, à l'exposition électrique de Paris, qu'on va présenter ces outils qui sont devenus maintenant des outils du quotidien. Mais très vite, les investisseurs voient le potentiel économique de cet outil électrique, et on va avoir des sommes d'argent très importantes qui vont être investies dans cela. Notamment Edison, inventeur mais aussi homme d'affaires, va créer une société pour électrifier New York dès 1882. 7 ans avant Paris, parce que Paris sera électrifié en 1889. Paradoxalement, en France, c'est des communes de taille très modeste qui vont être électrifiées. Et on a un espèce de schéma type pour ces années 1880. À chaque fois, on a des inventeurs. On dit ingénieurs, mais ils n'ont jamais été à l'école d'électricité. Ils n'ont pas de diplôme d'ingénierie en électricité. Donc c'est vraiment des pionniers qui vont aller à la rencontre des édiles municipaux pour proposer une conférence sur l'électricité et pour montrer comment on pourrait transformer un moulin à eau, parce que le moulin à eau est très important dans ses débuts d'électricité, en moulin électrique. À chaque fois, on a ces deux éléments-là, un moulin à eau préexistant et un ingénieur qui vient proposer une conférence aux édiles municipaux. En 1884, donc à Bellegarde-sur-Valserine, dans le département de l'Ain, c'est l'ingénieur Louis Dumont qui va faire de Bellegarde cette première commune française électrifiée. 1885, on est juste après, à Bonneval. C'est cet ingénieur Ernest Lamy qui devait sans doute fréquenter les allées du salon à Paris dont je vous ai parlé, qui devait connaître les travaux de Louis Dumont à Bellegarde-sur-Valserine, qui va aller à Bonneval et qui va équiper le moulin de Bonneval d'une turbine électrique qui, alors ça c'est pour les puristes, qui propose une énergie de, j'ai dû marquer, une énergie de 45 volts, 15 ampères, et le système était couplé à 20 accumulateurs pour fournir de l'électricité la nuit.
Lorsque ce service électrique a été mis en place à Bonneval, il a été mis en place bien sûr pour alimenter les machines de la chocolaterie, mais il a aussi éclairé l'abbaye. Et le système a été inauguré la nuit de Noël 1885, et tous les journaux des environs, et même les journaux ecclésiastiques de la France entière, vantent l'émerveillement d'avoir pas une abbatiale, pardon, parce qu'elle n'est pas construite, d'avoir une chapelle éclairée par des candélabres à 10 bougies. On parle encore de bougies, de 10 bougies. Un réfectoire éclairé par des candélabres à 5 bougies et des couloirs éclairés par des candélabres à 3 bougies. C'est vraiment très ancré dans la littérature essentiellement catholique. Et on a même des textes qui émanent d'organisations de jeunes catholiques où les jeunes catholiques sont encouragés à aller visiter cette abbaye qui est électrifiée. Donc on imagine un peu le côté pionnier, vraiment extraordinaire, de l'arrivée de l'électricité à Bonneval. Cet ingénieur Lamy, il va aussi électrifier plusieurs communes en France. Donc la même année, il va électrifier une commune alpine de La Roche-sur-Foron en 1885. On le retrouve dans la Creuse à Bourganeuf en 1886, et à chaque fois c'est le même processus. Il va voir de lui-même les édiles municipaux et proposer ses services. C'est pas du tout désintéressé, car à chaque fois, il crée une entreprise qui aura le monopole électrique pour une période entre 20 et 50 ans. C'est lui qui aura le monopole de distribution de l'électricité, et donc il va retirer des bénéfices. Il va même faire du tourisme aux édiles municipaux. En Bretagne, en Finistère, il va faire voyager les élus de Châteaulin jusqu'à La Roche-sur-Foron pour leur montrer, donc on traverse la France entre la Bretagne et les Alpes, pour leur montrer les installations qu'il a fait à La Roche-sur-Foron. Contrat gagnant parce qu'il va avoir le contrat et une concession de 50 ans, de 50 années, sur la fourniture électrique de la ville de Châteaulin. Il fera pareil à Saint-Hilaire de Harcouët. Mais notre homme, dont on n'a pas de photo, ou peut-être une photo, très peu de traces, complètement, on dirait aujourd'hui blacklisté, mis de côté de toute cette aventure des pionniers électriques, a une histoire un peu sombre qu'on retrouve dans les archives judiciaires de la ville de Cambrai. En effet, en 1893, on en trouve une trace d'un procès et d'une liquidation de sa société qu'il avait créée en 1890 pour électrifier une grande ville ici, Cambrai. Les édiles municipaux lui ont donné 300 000 francs de capital pour monter une usine, toujours pareil, adossée à un moulin hydroélectrique. Et finalement, 3 ans plus tard, les travaux n'ont pas commencé. Et en plus des 300 000 francs du capital qui ont été entièrement mangés, il a un déficit de 250 000 francs. L'examen de la comptabilité, et je cite, on note l'absence d'ailleurs de comptabilité, et surtout le tribunal fait état d'une pratique où visiblement beaucoup d'argent liquide aurait disparu dans les poches d'Ernest Lamy pour d'autres projets plus personnels, notamment l'achat d'un bel appartement sur les beaux boulevards à Paris. Donc ça pose problème. Dans ce qui est judiciaire, on va rechercher aussi le passé judiciaire de cette personne-là, et on apprend qu'en 1880, il avait déjà anticipé la construction de sociétés hydroélectriques, et le tribunal de la Seine avait déjà déclaré des sociétés en faillite, alors qu'il n'avait rien mis en place. Mais cette décision n'avait pas été exécutée, pour une décision qu'on ignore. Surtout, il qualifie, et c'est le tribunal, c'est les mots du tribunal, il qualifie Ernest Lamy menant une vie commerciale des plus étranges. Et juste après, on a une liste des lieux et des municipalités où il a démarché à des degrés divers pour installer l'électricité. Et là, on a une carte où on a les villes des départements français d'Algérie, de Guelma, Mascara, Tlemcen, Léon en Espagne, Perpignan. Je reviendrai sur Espalion juste après, mais il a participé à l'électrification de Lyon et Saint-Étienne, pas sur des villes entières, mais sur des portions et des quartiers, et également, donc, à l'est de la France, Valrange. Il est impliqué à des projets directs. Aucun projet n'a fonctionné sous l'empire d'Ernest Lamy, et à chaque fois, ça a été des échecs. Et à chaque fois, les projets ont été repris par d'autres ingénieurs qui ont mis en place l'électrification. Néanmoins, il a dû quand même on voit qu'il y a tout un réseau qu'il a tissé à travers la France métropolitaine et les départements d'Algérie, et qu'il a utilisé juste à côté de Bonneval, à Espalion, en 1888, pour électrifier la ville. Et là encore, c'est toujours le même processus. On va utiliser les moulins hydrauliques qui sont sur le Lot. On va fonder une société
Donc Ernest Lamy aura là une concession de 20 ans. Et on va draguer, on va démarcher les élus municipaux, et notamment ici, le maire dont le nom évoquera peut-être certains, Paul Rieu, voilà, Paul Rieu, qui aura des parts dans la société, la nouvelle société hydroélectrique. Et un article de Jean-Pierre Izema le retrace. Hein. Paul Rieu aura aussi affaire avec la justice, car on l'accusera de favoritisme, hein, et finalement de délit d'initié quasiment, par rapport à son rôle de maire et son rôle de tenant de cette société qui propose l'électricité à Espalion. Ça ne l'arrêtera pas, ça va défrayer la chronique dans les journaux pendant 40 ans, mais ça ne l'empêchera pas de monter un projet avec Ernest Lamy, de nouveau, pour électrifier la ville de Mende la même année. Donc c'est dans ces débuts de l'électricité, et le travail sur Bonneval m'a montré ça, on a ces couples qui se forment entre des édiles municipaux et des ingénieurs pour proposer cette nouvelle technologie et déployer l'électricité dans les villes. Au final, mon discours, j'espère, vous aura montré les conditions de l'électrification d'une abbaye, mais aussi de quelques communes en France, à ces moments pionniers. Et en cela, les moniales cisterciennes se sont ancrées dans une tradition pluriséculaire de domestication de l'énergie hydraulique en milieu monastique. On l'a vu, hein, dès les bénédictins, dès le VIe siècle, cette question du moulin et du moulin hydraulique est posée. À la fin du XIXe siècle, lorsqu'elles arrivent et qu'elles reprennent Bonneval, le moyen, l'énergie hydraulique, reste le même. Il perdure. Par contre, le produit change. Ça va devenir l'électricité, et c'est ce qui a permis à la communauté de développer un produit vendable qui a assuré son autonomie, et donc, la boucle est bouclée, de retourner au précepte très important de la règle de Saint-Benoît de l'autonomie financière. Et Chocolat Bonneval, que je sais, vous connaissez et appréciez nombreux. Voilà. Je vous remercie. Et je prends vos remarques et vos questions et pour corriger les approximations que j'ai pu avoir. Je ne sais pas si Jean-Pierre. Voilà, Jean. Je ne sais pas si Cathy, tu portes le micro à Jean-Pierre. Ouais. Bonjour à tous. Merci Benoît. Merci Thomas. Pardon. J'étais avec c'est un Benoît, tu vois. Merci pour ta présentation qui est vraiment super, parce que faire la liaison Moyen-Âge modernité, c'est une belle présentation sur la longue durée, ce qui montre la présence et l'importance de l'énergie hydraulique dans notre histoire à l'heure où on veut détruire nos chaussées. Voilà. Donc le progrès est venu par là. Ce qui est important à montrer, justement, c'est la pérennité de la volonté de l'Église d'être à la pointe du progrès. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Quand l'Église était pionnière, elle était suivie. Moi, je l'ai dit à l'évêque récemment, il y a 1 ou 2 ans, je lui ai dit, vous n'êtes plus à la pointe, vous devriez avoir des missionnaires sur l'économie verte et ainsi de suite. Dans l'informatique, l'Église devrait être là. Voilà. Et quand on voit ce qu'a fait l'abbé Chinchol sur le syndicat d'électrification de l'Escurjaoul, c'est exactement la même chose. Quand l'Église prend en main la destinée des hommes dans la modernité, elle est suivie. Voilà. Ça, c'est un premier constat. Alors, pour revenir sur une chose dont tu as parlé très brièvement, mais qui est essentielle, c'est la télédynamie. C'est quelque chose que j'étudie depuis 30 ans. Parce que personne n'en parle. En Aveyron, il y a eu d'autres exemples. Il y a eu à l'Ardite, un moulin qui amenait l'énergie au-dessus du cours d'eau, sur la Selle. Il y a eu à Salles-la-Source, il y a eu à Camarès, notamment, des exemples de télédynamie. Alors ça a fait la jonction entre cette croissance de la demande de l'énergie au XIXe siècle, qui était exceptionnelle, puisqu'il y a eu une explosion industrielle, et l'arrivée du transport d'énergie électrique par conduite, on disait à l'époque, conduite métallique, on va dire, c'était les câbles en cuivre. Et contrairement à ce que tu dis, ça ne consomme pas d'énergie. J'ai étudié la question, c'est très économe en énergie. À partir du moment où les volants sont en train de tourner, ils ne consomment pas d'énergie, il n'y a pas de frottement, on obtient un rendement à 90%. Et on peut le faire sur des kilomètres et des kilomètres. J'ai étudié en détail le cas de Bellegarde-sur-Valserine, dont tu parles. Il y avait des kilomètres de poulies qui alimentaient 10 ou 15 usines à partir de l'usine qui était au bord du Rhône.
Donc ça a été un phénomène assez extraordinaire qui est dû à un Français, à un Alsacien, M. Hirn, et qui était le frère de l'astronome donc connu à cette époque-là à l'Académie des sciences de Paris. Voilà, ça, un jour, je suis en train de préparer un article là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'était la transition entre deux modes de transmission énergétique. Et les câbles de chanvre montrent encore l'importance du chanvre, qui a été un textile important à un moment donné. Et les plus beaux câbles de chanvre que je connais, c'est dans la glacière de Strasbourg. À Strasbourg, il y a des câbles qui font 4 cm sur 4 tressés à l'intérieur. Ça vaut le coup, ce sont des pièces de musée. Alors c'était un détail. Et puis pour finir, avec l'électrification, effectivement, l'avis que tu as décrit de cette chaussée, de ce moulin, montre que maîtriser l'énergie hydraulique, c'est faire avec la nature, ce qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Cette nature, on veut la moderniser, on veut la corseter, il faut la laisser faire. Être propriétaire d'un ouvrage, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des crues qui emportent, qui détruisent. Quand il y a le glissement de terrain qu'emporte le moulin, eh bien, il faut faire une croix et on recommence. Voilà, ça veut dire qu'il faut être humble quand on a une usine électrique. Et je crois que c'est une leçon d'histoire aussi, l'humilité. Voilà, merci. Merci Jean-Pierre pour ton intervention. Et c'est vrai qu'on voit bien avec l'exemple de Bonneval l'utilisation de deux techniques innovantes dès leur création, la télédynamie et l'électricité. Donc ça montre bien les réseaux et donc les réseaux déjà qu'avaient Dombernex et les premières sœurs de Maubec qui sont arrivées à Bonneval pour mettre en place des solutions très innovantes. Et je voulais te remercier d'avoir cité ma référence sur l'énergie hydraulique, parce que c'est vrai que moi je suis amateur de vélo, et c'était la meilleure manière d'expliquer ce que c'est qu'un kilowatt. Et c'est considérable. On a un petit radiateur, on ne sait même pas qu'il y a 212 gars qui pédalent derrière pour le faire marcher. C'est vrai que notre énergie est là abondante, mais elle est d'une grande rareté. Et produisez un kilowatt, vous verrez comment c'est. Tu as bien raison de le rappeler. Merci. Je vous donne juste des petites nouvelles de l'électrification de Bonneval et de ses turbines, parce que voilà, je suis une sœur de Bonneval et je suis aussi la gérante de la SARL qui gère la chocolaterie et l'exploitation hydraulique. Donc je suis un peu aux premières loges pour vous donner des nouvelles. Donc maintenant, on a 2 turbines et 2 génératrices on renouvelle régulièrement. Donc là, la dernière génératrice, on l'a achetée il n'y a pas très longtemps. On a emprunté pour ça, mais c'est une activité qui est rentable. Et actuellement, au lieu de nourrir l'alimentation électrique de la chocolaterie, nous vendons l'intégralité du courant à EDF, ce qui a de nombreux avantages. Par exemple, en hiver, la nuit, quand nos machines de chocolat sont pour la plupart à l'arrêt, ça nous permet de continuer à produire et donc de fournir à EDF d'abord et puis à la région autour de nous le courant qui intéresse nos voisins parce qu'il y a les radiateurs qui sont allumés la nuit. Donc c'est intéressant effectivement pour le partage de cette énergie au niveau de la région et c'est intéressant aussi de manière très technique pour nos machines. Ça leur permet de travailler de manière stable sans à-coups. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution parce que c'est une petite industrie, donc vous savez ce que c'est, il faut investir régulièrement, il faut entretenir. Cette semaine, on a eu notre sœur Paulette qui s'est occupée de dégager les arbres qui étaient tombés dans la rivière. Vous voyez, je suis très terre à terre. Et alors moi, j'ai envie de saluer le travail de mes anciennes, les sœurs. Il y en a eu plusieurs qui sont rentrées au monastère sans aucune compétence en électricité, qui avaient une licence de lettres ou autre, et qui, sur leurs vieux jours, étaient capables de m'expliquer plusieurs applications de la loi d'Ohm et puis de faire des calculs d'électrotechnique assez corrects. Bon, personnellement, je suis ingénieur en électronique, donc j'ai fait aussi pas mal d'électricité et d'électrotech. Et je suis assez admirative parce qu'il a fallu un investissement humain et personnel des sœurs pour apprendre à gérer tout ça, à l'entretenir, à faire des travaux électriques, à faire des travaux parfois assez durs, de bûcheronnage électrique. Alors bon, aujourd'hui, on fait évidemment beaucoup appel à des entreprises extérieures, des gens compétents, on ne fait pas tout nous-mêmes, mais il y a aussi cette transmission et c'est aussi une aventure humaine. Donc j'avais juste envie de vous partager ça. Voilà.
Merci Anne-Claire. Alors voilà, la puissance, c'est des kilowatts. Hein. Quand 1 kilowatt sur 1 heure, ça fait 1 kilowattheure. Donc la production, ça va s'échelonner en période sèche, on va descendre jusqu'à 50 kWh et ça peut monter en hiver jusqu'à 300. En théorie, on pourrait aller un peu plus haut, mais on est limité par nos génératrices qui ne peuvent pas forcément... Bon, il y a des petites pertes, vous savez ce que c'est, hein, il y a les pertes mécaniques, mais aussi bien sûr des pertes électriques. Et voilà, on va jusqu'à 300 kW en hiver, quand le torrent est vraiment... Donc là, les deux turbines, enfin là, il y a une des turbines qui fonctionne encore, la petite turbine, et on va arrêter cet été parce qu'il n'y a plus assez d'eau, et on recommencera à produire à l'automne. L'électricité, c'est quelque chose qui va être réemployé aussi à Bonnecombe. Je cherche des yeux Jean Verdier, mais je ne vois pas. Si, Jean, tu peux peut-être dire quelque chose sur le moulin de Bonnecombe pour finir, et puis après, on ira voir la Joconde. En voyage. Oui, la seule chose que je puisse dire, c'est que donc, le Bonnecombe a été électrifié, je ne sais pas quand. C'était essentiellement pour alimenter un moulin pour faire de la farine, effectivement à partir de production céréalière du blé des agriculteurs du coin qui apportaient le blé à moudre. Ils vivaient de cette façon-là. Et la maison familiale, qui est située à vol d'oiseau, à peu près à 4-5 km de l'abbaye, avait été électrifiée par les moines, c'est-à-dire que les moines avaient tiré des câbles électriques qui permettait d'alimenter les hameaux des habitants. C'était gratuit et c'était à raison d'une ampoule par maison. Et l'électricité était disponible uniquement le soir. Il n'y avait pas d'électricité la nuit et c'était peut-être une partie de la nuit, ça je ne peux pas dire. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire. Donc il y avait eu un rôle là d'électrification des exploitations agricoles, des maisons qui étaient autour de l'abbaye. Merci Jean. Généralement pour l'électrification, c'est jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil et 2 heures avant le coucher du soleil jusqu'au lever du lever du soleil pour permettre aux gens de démarrer la journée ou pour permettre de... C'était la règle des concessions.